Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo technique, je ris parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé une vidéo technique, mais je pense qu'il faut un petit tube d'aspirine. Alors non, je vous rassure, moi j'ai déjà pris l'aspirine et de toute façon je vais vous vulgariser tout ça au maximum. Hein. Donc on va parler de mémoire, comment ça marche, on va parler en particulier bien entendu des mémoires PC actuelles, les DDR, on va parler, c'est pour le CPU, on va parler des mémoires graphiques aussi, hein, les GDDR, les différences entre les deux. Surtout on va parler comment choisir une DDR, qu'est-ce qu'il faut regarder techniquement parlant pour choisir une DDR pour votre PC. Et puis on va parler un peu aussi de single, de quad channel, de single channel, dual channel, un peu tout ça, et on parlera pour finir des nouvelles mémoires qui sont là, là par exemple la GDDR6X ou d'autres mémoires encore. A tout de suite. Alors la DDR ou la GDDR, qu'est-ce que c'est? Eh bien, DDR, ça veut dire Double Data Rate, et puis alors après, la SRAM, parce que c'est DDR SRAM ou GDDR SRAM, c'est Synchronous Dynamic Random Access Memory, c'est-à-dire que quand on vous dit dynamique, eh bien, grosso modo, c'est des mémoires volatiles et synchronisées, c'est-à-dire elles sont synchronisées sur une horloge, on va en parler après, hein, une horloge, et parce qu'il y a des mémoires asynchrones, et surtout, elles sont volatiles, c'est-à-dire que vous éteignez le PC, vous le coupez, il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus de... voilà, plus rien dans la mémoire. Avant de parler de DDR ou de GDDR, entre parenthèses, hein, graphical pour G, hein, c'est la différence avec la DDR, c'est pour les GPU, on en parlera à la fin. Eh bien, on va parler de ce que c'est une mémoire. Une mémoire, c'est grosso modo une matrice de lignes et de colonnes. Chaque point représente donc un point mémoire qui va stocker ou pas un nombre binaire 0 ou 1. Le 0 correspondant à la masse et le 1, on va dire, correspondant à l'alimentation de votre mémoire. Par exemple, 1,2 volts pour une DDR4. Donc, soit vous êtes à 0, soit vous êtes à 1 sur chaque point mémoire, et tous ces points vont composer des mots, hein, des mots qui vont se transformer, des octets, et puis les octets vont se transformer en instructions, etc., pour retranscrire un jeu, la programmation d'un jeu par exemple. Donc chaque point mémoire c'est 0 ou 1. C'est un petit peu, si vous préférez, comme une écluse, c'est-à-dire qu'une écluse, eh bien, vous avez donc deux portes, vous allez avoir donc la péniche qui va arriver, qui va se mettre, et vous allez remplir d'eau ou pas. Donc vous allez être à 0, ou si vous remplissez d'eau l'écluse, vous êtes à 1. Et tant que vous restez comme ça, tant que vous ne faites rien, vous n'ouvrez pas les portes, ça reste à 1 ou ça reste à 0. Alors, quelle est la différence entre la DDR et une mémoire, on va dire, classique d'avant? Avant l'arrivée des DDR, eh ben c'est le double, vous savez. Si vous préférez une mémoire, elle est cadencée par une horloge, synchronisée, hein, je vous ai dit synchronous. Donc elle est synchronisée par l'horloge. C'est-à-dire qu'il y a une horloge qui rentre dans la mémoire, comme elle rentre dans votre CPU, comme elle rentre dans vos GPU, qui synchronise tout ça ensemble. Hein. C'est des battements, comme un battement cœur si vous préférez. Et donc avant, ça regardait le front montant, c'est-à-dire grosso modo votre horloge, quand elle passait de 0 de la masse à 1, c'est-à-dire à la tension d'alimentation, on va dire par exemple 1,2 volts, sur ce front qui montait, elle disait « Ah tiens, il se passe quelque chose, eh ben je vais envoyer une instruction, je vais passer à l'étape suivante ». Et c'est comme ça que c'était synchronisé l'ensemble des mémoires. Et puis la DDR est arrivée, c'est-à-dire qu'ils ont dit, mais attendez, il y a le front montant de l'horloge, mais il y a aussi le front descendant. Quand on passe de 1 à 0 dans le même cycle, après tout, on pourrait l'utiliser. Eh oui, puisque c'est un signal carré, vous savez, c'est comme ça, l'horloge, et ça continue, et ça continue. Donc ils ont dit, on va utiliser les deux fronts, le front montant et le front descendant. C'est-à-dire que dans un seul cycle d'horloge, vous passez deux instructions avec la DDR ou la GDDR, et non plus une instruction. Donc vous doublez le taux de transfert, vous doublez le taux d'information que vous passez pour une même fréquence d'horloge. C'est ça le petit truc qui est quand même important avec la DDR et la GDDR. C'est un petit peu, pour reprendre l'exemple de l'écluse, c'est comme si avant vous vouliez ouvrir ou fermer les portes de l'écluse, eh bien donc l'éclusier, il devait pousser pour ouvrir les portes, ça vidait l'eau, revenir, et puis si vous voulez fermer les portes, repousser, et ça refermait les portes, et à nouveau ça se remplissait. Donc il faisait deux fois l'action. Une fois pour vider, une fois pour remplir. Et bien là, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser pour ouvrir les portes, et s'il tire, ça referme les portes. C'est-à-dire qu'en un aller-retour, il fait les deux actions, alors qu'avant, il en avait besoin de faire deux allers-retours. C'est ça la différence. Une mémoire, c'est architecturé comment? En ligne et en colonne, c'est un petit peu comme Excel. C'est ce que je vous ai expliqué, il y a des lignes et il y a des colonnes. Vous prenez Excel, c'est exactement ça, sauf que chaque case de Excel, au lieu d'avoir des mots ou ce que vous voulez, elle aura 0 ou 1. Un nombre binaire, c'est tout. Mais voilà, c'est architecturé exactement pareil. On va adresser des lignes, on va adresser des colonnes, et on va remplir avec des 0 et 1, et ensuite ça va sortir vers la sortie.
Alors, important, vous ne sortez pas un seul chiffre binaire, c'est-à-dire pas un 0 ou 1 de la mémoire, non, non, vous sortez ça multiplié par la largeur du bus. C'est là que ça va intervenir, tout ce qui est taux de transfert, etc. C'est-à-dire plus le bus est large, plus vous allez, en un seul coup d'horloge, sortir beaucoup d'instructions. Par exemple, les DDR4, etc., d'aujourd'hui, elles ont 64 bits de largeur d'instruction, c'est-à-dire qu'en un coup d'horloge, elles vont sortir à un moment donné un mot de 64 bits, soit 8 fois 8 octets. Et donc, grâce à ça, vous sortez beaucoup plus d'instructions à la fois. Donc si vous avez par exemple 256 bits de bus, vous commencez à comprendre, vous allez en sortir encore 4 fois plus que la 64 bits en question. Oui, mais voilà c'est facile. Donc on a une DDR4 par exemple 3000, une DDR4 3200, une DDR4 3600, on va dire, c'est simple, je prends la 3600 MHz, ou 3,6 GHz, puisque ça correspond à la fréquence, attention, doublée, je précise, c'est des DDR, ça veut dire quand vous voyez 3600, la fréquence d'horloge est de moitié, et oui, c'est ça l'astuce. Par exemple, vous avez 3200 sur votre DDR4 3200, ça veut dire que en fait la fréquence d'horloge qui rentre, enfin qui est à l'intérieur, est à 1600 et non pas à 3200, puisque c'est sur front montant et front descendant, et donc voilà, pour commercialement parlant, c'est mieux de dire 3200 que 1600. Vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est une bonne correspondance vis-à-vis des anciennes mémoires qui n'utilisaient que le front montant. Et donc, vous avez une DDR 3200 ou une DDR 3600, vous allez dire, je prends tout de suite la 3600, la plus rapide. Oui, elle a 10 € de plus, mais elle est vachement plus rapide. Eh bien non. Il faut faire attention à tout ce qui est casse latence, ce qu'on appelle le CAS latence. Il y a 4 chiffres généralement, c'est pas généralement, mais en fait si, il y a 4 chiffres généralement de marqués, parce qu'il y a de nouveaux types mémoire où le dernier chiffre n'est plus utilisé, mais il y a 4 chiffres de marqués qui sont spécifiques, et ça indique la latence de votre mémoire, c'est-à-dire, on va dire, tout ce qui est en termes d'instruction, combien de temps ça va mettre pour sortir pour chaque, pour remplir ou lire ou écrire chaque point mémoire. Ça veut dire que ça va pas se faire en un seul coup d'horloge. Non, non, non. Il faut un certain nombre d'instructions pour y arriver. Un certain nombre de cycles, entre guillemets, de cycles d'horloge. Alors premièrement, les cycles d'horloge, il faut savoir pour tout ce qui est latence, il faut prendre la fréquence d'origine. Ça veut dire que normalement, si vous êtes à 3200 par exemple, ça veut dire que c'est 1600 la fréquence d'horloge. Et donc c'est ce 1600 là qu'il faut prendre pour les latences. Alors il y a 4 chiffres barbares. 4, oui. Les 4 chiffres, je vais vous les décrire rapidement et grossièrement. Mais le premier, c'est le plus important, c'est ce qu'on appelle le CL, c'est lui qui va déterminer le temps d'écriture ou de lecture d'un point mémoire. Voilà, grosso modo. Il y a le TRCD qui est ensuite le temps qu'on va passer pour passer d'une ligne à une colonne. Vous savez, d'abord on choisit une ligne, puis une colonne, etc. C'est le switch entre le moment où on a choisi une ligne, le moment où on va choisir une colonne pour aller adresser effectivement le point qui nous intéresse. Alors c'est pas pour adresser le point qui nous intéresse, je précise, c'est pour passer en mode colonne, c'est-à-dire qu'après il y a la lecture colonne va se faire en série. Mais c'est ce nombre de cycles qui est indiqué par le TRCD. Il y a le TRP, lui c'est au contraire c'est sur les lignes, c'est pour activer le mode ligne, c'est-à-dire on va choisir une ligne. Et il y a le dernier chiffre qui est généralement beaucoup plus gros, qui est le TERAS. Alors lui c'est un peu particulier, c'est un nombre de cycles certes, mais c'est un temps fixe. C'est-à-dire grosso modo, c'est le nombre, c'est exprimé en cycle, mais c'est le temps minimum qu'il nous faut pour passer d'une ligne à une autre. Ça veut dire que grosso modo, vous pouvez dire, avec le TRP, vous pouvez dire je veux changer de ligne, ah oui certes, mais le TERAS il va dire moi il me faut tant de cycles, tant que ces temps de cycles ne sont pas passés, je ne peux pas changer de ligne. Si vous choisissez une ligne, vous allez avoir ce temps-là, par exemple 36 cycles, vous allez avoir 36 cycles d'horloge pour passer à la ligne suivante, quoi que vous fassiez, il ne voudra pas le faire avant. Voilà, alors vous voyez, avec tout ça, alors la latence, elle a 2 effets très très importants. Et oui, 2 effets très importants. Une qui vous est indépendante et une autre qui va être directement par le choix que vous allez faire de votre mémoire. Celui qui est indépendant, la latence, c'est le programmeur qui va décider, c'est le développeur, c'est surtout les optimisateurs de mémoire, c'est-à-dire que les développeurs vont passer des programmes d'optimisation de mémoire de façon à architecturer mieux leur programme dans la mémoire, en particulier sur le PC, je parle bien entendu, mais aussi sur les consoles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous comprenez bien que si jamais je choisis une ligne, avec plein bien sûr de points mémoire libres, que je passe en colonne, donc le TRCD qui me prend un certain nombre de cycles, ok, mais ensuite, il ne reste plus que le CL. Je lis le premier, par exemple, point de mémoire, CL. Le deuxième, ça va me prendre encore un CL, donc un nombre de cycles, d'accord, d'écriture, de lecture, etc., etc. Si je décide de lire ici
puis ensuite de lire sur une ligne en dessous, puis encore une ligne en dessous, puis une ligne en dessous, etc. C'est-à-dire que on va dire la lecture de mes mémoires se fait dans un ordre totalement désordonné, et bien à chaque fois, je dis bien à chaque fois, il va falloir tenir compte non seulement du CL, mais également du TRCD, eh bien oui, parce que changement en ligne-colonne, du TRP, donc je reviens en ligne, du TRAS, qui est le temps minimum de changement entre deux lignes, et etc., etc. Donc je cumule énormément de temps. Vous aurez compris que ça peut être vite catastrophique. Je peux augmenter par 3 fois, par exemple, le temps pour sortir les datas par rapport à une mémoire bien organisée, c'est-à-dire à un programme plutôt bien organisé dans la mémoire. Ça ressemble exactement, vous savez, au défrag, le célèbre défrag Windows des disques durs, vous vous rappelez, ou la défragmentation, où vous aviez des données qui pouvaient être n'importe où, et votre disque dur, il ramait à mort parce que la tête de lecture, elle balayait partout pour aller chercher des données. Alors que si c'est bien organisé, si c'est tout à la suite, la tête de lecture, elle suit et elle est beaucoup plus rapide. Et bien c'est exactement pareil pour les mémoires. Soit vous organisez bien votre programme en tant que programmeur avec des logiciels spécifiques, soit la mémoire est totalement désorganisée et là c'est une catastrophe en termes de latence. Deuxième point, ça vous concerne vous directement. Imaginons que vous avez un programme de jeu qui est bien organisé, ce qui est le cas, j'espère, pour la plupart des programmes de jeu et également pour l'ensemble des programmes. Eh bien, vous allez devoir regarder quand vous allez acheter, la barrette mémoire que vous allez acheter, parce que la fréquence compte, mais aussi le temps de latence. Si vous avez un temps de latence qui est bien pourri, excusez-moi, parce que vous avez pris une barrette je ne sais pas où, dans un endroit je ne sais où, et qui a un temps de latence qui est double par rapport à l'autre, par exemple, vous avez une DDR4 3000, donc 3 GHz, mais qui est avec un CL, on va dire de 16, ce qui est à peu près classique, c'est pas trop mal, c'est classique, et vous avez une DDR4 3600, donc 3,6 GHz, vous dites génial, beaucoup plus rapide que l'autre, mais avec un CL de 24, voilà, ce serait vraiment dégueulasse, mais c'est-à-dire, ou même aller de 30, on va dire, quasiment le double, eh bien, vous pouvez être sûr que votre lecture de chaque point mémoire sera beaucoup plus long sur la 3600 que sur la 3000. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, par contre, entre une mémoire qui fait DDR, on va dire DDR4 3000 et une DDR4 3600, on prend cet exemple, mais vous avez un CL de 16, donc le temps de latence réduit sur la 3000 et un CL de 18 sur la 3600, il vaut mieux prendre la 3600 par contre, parce que là, le gain sera plus significatif, surtout sur des gros paquets de données qui vont être transférés d'un coup. Là, la fréquence compte beaucoup, et effectivement, là, la performance en termes de fréquence sera plus optimisée sur la 3600 que sur la 3000, en termes de mégahertz, je parle. Donc, il faut faire attention à ça. Mais si vous avez une trop grande différence sur le CL, attention. Un petit exemple sur l'HyperX Predator, barrette de 16 gigaoctets, donc on a une DDR4 2666 MHz, une 3200 et une 3600 MHz, elles sont à 100, 110 et 121 €. À peu près, donc pas d'énormes différences. Et bien lorsque vous prenez les CL, les différents CL de 13 pour la 2666 MHz, pour la 3200 c'est un CL de 16 et pour la 3600 c'est un CL de 17. 17 cycles, excusez-moi, et bien vous obtenez des latences en termes de nanosecondes, vous obtenez 9,8 nanosecondes pour la 2666, 10 nanosecondes, vous voyez un tout petit peu plus pour la 3200 MHz, et pour la 3600 vous obtenez 9,4 nanosecondes. Alors, c'est pas des grosses différences, bien entendu que vu la différence de prix, il vaut mieux prendre la 3600, c'est un exemple, vous mettez 20 € de plus, voilà, vous avez une fréquence franchement meilleure, et en plus la latence est un petit peu meilleure. Mais voilà, c'est un exemple, vous voyez, c'est pas forcément parce que vous augmentez la fréquence que vous gagnez totalement en termes de, je dirais, de performance, parce que la latence peut coûter beaucoup, surtout s'il y a beaucoup de déplacements, je dirais, de petits blocs de mémoire qui sont lus. C'est-à-dire que si c'est un gros paquet de mémoire qui est lu d'un coup, comme c'est le cas pour les cartes graphiques dont on va parler après, bon, ok, la latence est un peu moins importante. Si vous lisez beaucoup de petites données partout, par exemple avec un zip, le zip il fait beaucoup ça, et bien là, effectivement, le temps de latence prend toute son importance et vous pouvez être plus mauvais sur une GDDR4 3200 que sur une GDDR4 2666, par exemple, sur ce type de programme. Sinon, vous allez lire des taux de transfert sur les mémoires, vous verrez taux de transfert, c'est grosso modo le débit brut qu'elle est capable de faire, c'est tout simple, vous prenez 3000, par exemple le DDR4 3000, vous prenez 3000 et vous multipliez par le bus, la largeur du bus, c'est ce que je vous expliquais, très important la largeur du bus aussi, donc 64 par exemple, ça fait 3000 fois 64, et vous convertissez ça en octets, ça veut dire qu'il faut diviser par 8, parce que vous allez obtenir un chiffre en nombre de bits par seconde, donc voilà, gigabits par seconde, et vous convertissez ça en octets. Donc par exemple, ça va faire du 24 gigaoctets par seconde, par exemple, pour une DDR4 3000, 64 octets. Donc vous savez maintenant à peu près quoi choisir, quoi regarder pour choisir une DDR.
Mais il y a encore un critère à prendre en compte, c'est est-ce que je vais prendre une barrette 16 Go ou deux barrettes 8 Go ou 4 barrettes 4 Go par exemple. Et oui, parce qu'il y a le single channel, le dual channel ou le quad channel qui est apparu. Alors c'est quoi? C'est tout simplement que maintenant les processeurs dernière génération sont capables de faire du quad channel, c'est-à-dire grosso modo de gérer en termes de bus 256 bits, en l'occurrence c'est le cas, puisque c'est 4 barrettes parallèles. Précision. Premièrement, il faut prendre les mêmes types de mémoire, exactement les mêmes types de mémoire. Si vous prenez d'ailleurs entre parenthèses, on va dire vous mettez 4 barrettes et que vous en mettez une plus faible, plus mauvaise que les autres, toutes les barrettes seront alignées sur cette plus mauvaise. C'est-à-dire qu'elles vont se cadencer par rapport à la plus mauvaise. Donc pas d'intérêt. Donc il vaut mieux prendre le même type de mémoire. x2, x4. Parce que bien entendu, je vais vous conseiller tout de suite au minimum le dual channel. Donc c'est-à-dire que le dual channel, vous allez avoir 2 barrettes de même type. Quad channel, vous allez avoir 4 barrettes de même type. Et de même taille, ce serait préférable. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez transférer normalement 4 fois plus en taux de transfert. Ben oui, parce que dans un cas, en single channel, vous êtes à 64 bits. Dans l'autre cas, vous êtes à 128 bits en parallèle. Et dans le dernier cas, en quad channel, vous êtes à 256 bits. 4 fois 64. Et donc, théoriquement, 4 fois plus de données qui arrivent à un seul coup d'horloge au CPU. Oui, mais est-ce que c'est utile en jeu? Ben non, pas trop. Il y a des essais qui ont été faits. Alors en 1080, j'ai vu un seul essai, où ça montrait une petite différence, parce que le CPU était un peu juste, sans doute. Comme je vous ai expliqué, quand on est en 1080, le CPU travaille énormément, le GPU est un peu plus tranquille, donc il envoie plein de FPS, et donc c'est le CPU qui turbine. Inversement, quand vous êtes en 4K, le CPU est un peu plus tranquille parce que c'est le GPU qui a des gouttes de sueur, comme on dit. Et donc là, le CPU est tranquille et il n'y a plus de différence. Et dans tous les essais que j'ai vus, à part celui-ci, il n'y a pas de différence du tout entre single, dual et quad. Parce que c'est le GPU qui travaille énormément et non pas le CPU. Mais si vous utilisez des programmes comme Adobe, Vegas, Sony Pro, je crois que ça s'appelle comme ça, etc., etc., eh bien, oui, ça peut être très intéressant parce qu'à ce moment-là, c'est le CPU qui va beaucoup turbiner, en l'occurrence. Bon, la carte GPU peut turbiner aussi, mais il y a plein de programmes qui vont faire turbiner le CPU aussi. Et là, effectivement, ça peut devenir intéressant en termes de performance puisque vous aurez un un taux de transfert beaucoup plus grand. Après, je vous conseille le dual, plutôt 2 x 8 gigaoctets plutôt que 4 x 4 gigaoctets. D'ailleurs, les 4 gigaoctets, je ne sais plus si ça se fait beaucoup en termes de barrettes. Je vois beaucoup de 8 et de 16. Voilà, je regarderai au moment où je ferai mon PC Gamer et je vous en reparlerai à ce moment-là. Parlons maintenant rapidement de la DDR5, et oui, la DDR5 et la GDDR6, et oui, GDDR6, vous savez ce que c'est. Alors la DDR5, c'est le remplaçant de la DDR4, 4,8 GHz ou 4800 si vous préférez MHz, ça va arriver, mais il ne faut pas l'acheter tout de suite. Voilà, grosso modo, je ne vous conseille pas du tout parce que les temps de latence, on ne les connaît pas, et à chaque d'ailleurs génération, nouvelle génération, de DDR3 à DDR4, de DDR4 à DDR5, etc., il y a des latences qui sont augmentées, et oui, parce que je vous rappelle, la latence, c'est grosso modo, on va adresser des lignes, on va dresser des colonnes pour trouver le bon point de mémoire qu'il faut adresser. Et ça, en termes de design, c'est difficile de réduire. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste, on va accélérer l'horloge de 2 fois, par exemple, on va avoir 2 fois moins de cycles, on va laisser le même nombre de cycles pour adresser les colonnes ou tout ce qui est ligne. Oui, mais les multiplexeurs, en particulier, tout ce qui est dans le design, etc., ils apprécient pas trop. Ils n'arrivent pas à suivre aussi vite que l'écriture ou la lecture des points mémoire. Et tout ça fait que, ça augmente petit à petit. C'est-à-dire, grosso modo, à chaque génération de DDR, excusez-moi, et de GDDR aussi d'ailleurs, vous prenez des latences un peu plus longues en termes de cycle. Je dis bien en termes de cycle. Après, la fréquence rattrape tout ça, bien entendu, puisque la fréquence est augmentée. Mais il faut le savoir. Donc, il faut attendre pour la DDR5, excusez-moi, il faut attendre, il faut être patient. Je pense qu'on va voir ce que ça va donner avant d'acheter. Et bon, voilà. Et la GDDR6, vous allez me dire, c'est très intéressant de regarder. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce qu'elles sont sur les cartes AMD, mais aussi sur nos chères consoles PS5, Xbox Series X, Xbox Series S. Et par exemple, si on prend la Xbox Series X, on a une partie 10 gigaoctets qui, je vous rappelle, est à 560 gigaoctets par seconde en termes de bus, en termes de taux de transfert, excusez-moi. Parce que le bus est de 320 bits. Et oui, 320 bits. Si vous faites la division, les 560 divisé par gigaoctets seconde par divisé par les 320, vous obtenez la fréquence de 1,75 GHz de fréquence pour la mémoire de la Xbox Series X. Si vous prenez la PS5, 448 gigaoctets par seconde, mais sur un bus de 256 bits,
Eh bien vous divisez, eh bien vous obtenez quoi? Vous obtenez 1,75 GHz de fréquence pour la mémoire. Exactement la même chose, exactement la même mémoire. Voilà. Donc, comme quoi, hein. Voilà, donc qu'est-ce que la différence entre la GDDR et la DDR? Eh bien la différence entre la GDDR et la DDR, c'est que finalement la GDDR c'est une mémoire qui est plus mauvaise que la DDR. Eh oui, plus mauvaise, moins en avance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a marqué GDDR6 que vous êtes en avance par rapport à la DDR4. Eh non, au contraire. Ainsi que lorsqu'il y avait la GDDR5, c'était plutôt équivalent à la DDR3 et non pas la DDR4. Parce que les latences sont un peu plus mauvaises et les fréquences, comme vous avez vu, un peu plus basses. Parce que ce qui intéresse dans la GDDR, c'est pas du tout d'avoir finalement, on va dire, des latences très basses, minimum quand même, bien entendu, c'est surtout d'avoir un bus très grand. Pourquoi? Parce qu'en jeu, avec les GPU, on ne transfère pas des tout petits paquets, comme je vous l'ai expliqué pour la DDR, c'est possible, on transfère surtout des immenses paquets, et oui, des paquets de données énormes pour les textures, pour tous les mappings, etc., de 4K. Et donc ça demande plutôt, on va dire, tout ce qui est grand bus, plutôt que, on va dire, des latences, etc., etc. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de transférer beaucoup à la fois. Alors pour finir, rapidement, parce que je pense que vous avez déjà vidé le tube d'aspirine, on va parler de la GDDR6X, et oui, de Micron Technology. C'est une spécificité de Micron Technology que utilise Nvidia. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'ils se sont enfermés sur un type de mémoire avec un seul constructeur. Moi, j'aurais pas fait ça, mais bon, voilà, ils l'ont fait, hein, ils ont pris le risque. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils ont des problèmes actuellement de prod, d'approvisionnement, entre guillemets. Donc la GDDR6X, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Quelle est la différence? Eh bien, si on prend tous les composants, que ce soit CPU, APU, l'APU, grosso modo, GPU, les mémoires actuelles, on est basé sur du NRZ. C'est quoi? C'est grosso modo, on est passé sur un système binaire, 0 ou 1, comme je vous ai expliqué depuis le début, la masse ou grosso modo la tension d'alimentation de votre circuit. Eh bien non, la GDDR6X fait mieux. Elle utilise en effet le système PAM4. PAM4 c'est quoi? D'ailleurs le 4 c'est important parce qu'on aura sans doute bientôt du PAM6, peut-être du PAM8 dans le futur. Eh bien le PAM4 c'est quoi? C'est finalement de mélanger un peu le monde de l'analogique avec le monde du numérique. Le monde de l'analogique, grosso modo par exemple, c'est l'acoustique. Vous voyez, c'est le niveau de bruit, des différents niveaux de bruit, etc. C'est-à-dire la possibilité d'avoir différents niveaux. Par rapport au numérique, le numérique, c'est ce qui compose, comme je vous ai dit, l'APU, le CPU, le GPU, les mémoires actuelles, le NRZ, c'est 0 ou 1, c'est un système binaire. Le système binaire, donc 0 ou 1, ne pourrait pas marcher pour vos oreilles, bien entendu. On est dans un monde analogique, donc qui est bruité, etc., mais où il y a des milliards de niveaux finalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le PAM4? Eh bien, ils ont dit, tiens, on va faire 4 niveaux au lieu de 2, c'est-à-dire 2 c'est 0 ou 1, c'est le système binaire. Eh bien non, nous, on va programmer pour chaque coup d'horloge, montant et descendant, c'est toujours comme les DDR, je vous ai expliqué, eh bien, au lieu de programmer un 0 ou 1 dans chaque point mémoire, on va programmer en plus, on va programmer un niveau de tension. Grosso modo, 0, 0,33, 0,66 ou 1 si on est alimenté en 1 volt. D'accord? Donc 0, 0,33 volts, 0,66 volts ou 1 volt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 4 états possibles et non plus 2 états possibles. C'est comme si vous aviez, je m'excuse un peu la difficulté, mais 2 bits et non plus un seul bit, puisque vous pouvez faire du 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1 en une seule coup d'horloge. Donc vous avez 2, on va dire, informations par coup d'horloge, par point mémoire, et non plus une seule information, 0 ou 1. C'est assez intéressant parce que ça veut dire que si vous faites 10 coups d'horloge en général, comme exemple, sur votre point mémoire, ça veut dire qu'avec une DDR ou une GDDR classique, GDDR6 par exemple, front montant, front descendant, ça va vous faire 20 bits à la fin de sortie. 20 points mémoire lus par exemple et sortis vers le GPU. Et bien là, avec ces 10 coups d'horloge, vous allez en sortir 40. Tout simplement, vous allez doubler le taux de transfert. Ou plutôt la fréquence si vous préférez, mais c'est plutôt le taux de transfert. Alors Micron, qu'est-ce qu'ils ont décidé finalement? Ils ont décidé de diminuer la fréquence. Et oui, diminuer la fréquence, et non pas de profiter de ce doublement de taux de transfert. Pourquoi? Apparemment pour un problème, non, en tout cas pour diminuer le phénomène énergétique, puisque la fréquence étant diminuée de moitié, je vous ai déjà expliqué, plus la fréquence est grande, plus on consomme. Et donc là, effectivement, il serait à 21 gigaoctets par seconde, ce qui est un taux de transfert assez classique même pour la DDR4, finalement.
Et bon, voilà, donc ils sont là, mais ils ont la possibilité, on va dire, de doubler, théoriquement, ce taux, hein, puisque s'ils mettent à pleine fréquence, ils auraient la possibilité de doubler, sauf qu'on a entendu que les mémoires Micron, vous avez entendu parler aussi, elles chauffaient potentiellement, qu'elles étaient très chaudes sur les RTX, etc., etc., à vérifier tout ça, bien entendu. Mais voilà, on va dire c'est un système qui a beaucoup d'avenir, parce qu'on a le PAM 4, mais on peut imaginer le PAM 8, c'est-à-dire 8 niveaux différents, et etc., etc., c'est-à-dire qu'en un seul coup d'horloge, vous pourriez sortir 16 bits, 32 bits, etc., imaginons le plus. La difficulté aussi, bien entendu, c'est tout ce qui est bruit. C'est-à-dire qu'avant, vous avez 0 ou 1, le système binaire classique. S'il y a un peu de bruit sur le 0 ou sur le 1, c'est pas gênant, ça restera 1 ou 0. Si vous commencez à avoir des étapes intermédiaires, vous pouvez vous approcher d'un état qui est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Le bruit, hop, ça va devenir un 0 alors qu'on croyait que c'était un 1 ou inversement. Et donc vous pouvez avoir comme ça des crashs, plein d'artefacts à l'écran, etc., etc. Donc prudence, il faut vraiment que, on va dire, tout ce qui est contrôleur de tension soit optimisé et non bruité. La dernière mémoire que je vais parler, c'est HBM de AMD. Et oui, l'HBM de AMD. Alors c'est une mémoire très particulière, c'est-à-dire que AMD, ils ont été assez malins sur ce coup-là. Ils ont dit, nous, on va travailler sur la largeur du bus, comme je vous l'ai expliqué, un taux de transfert, toujours pour la carte graphique, etc., etc. Comment on va faire? On va stacker des puces. C'est-à-dire, on va fabriquer des puces, par exemple, de 256 bits de bus, et on va les stacker ensemble par des puits, on va les relier, on va relier tout ce qui est contrôleur par des puits au travers de ce stackage, hein, donc c'est un design un peu spécial. Et on va ainsi faire, par exemple, un bus de 1024 bits. Eh oui, c'est ça l'HBM, 1024 bits de bus. La fréquence est plus basse, parce que vous imaginez bien, pour faire mancher tout ça ensemble, c'est pas aussi évident, mais c'est largement compensé par la largeur du bus, qui fait qu'en taux de transfert, on arrive à des grands taux de transfert. On est en HBM2, je crois même qu'ils envisagent un bus de 2048, vous imaginez 2048 bits en empilant des puces. L'autre avantage, c'est que la puce, on va dire mémoire, est beaucoup plus petite. Eh oui, puisque vous faites, voilà, vous stackez finalement des puces mémoire, hein, mais vous les stackez en hauteur et non plus en largeur. Ok. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi AMD ne l'a pas utilisé pour ses RX 6800, 6700 et 6900 XT. Voilà. Donc, je pense quand même qu'il y a des petits problèmes en termes de contrôleur en particulier. Pour contrôler les 1024 bits de bus, c'est pas si évident que ça. Peut-être que ça coûte plus cher, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils l'ont pas utilisé pour leur carte alors qu'ils ont la technologie depuis quand même quelques années. Donc, ça prouve que, en termes de maîtrise, c'est pas encore si simple que ça. Voilà les amis, c'était une vidéo un peu longue, j'en suis désolé, mais c'est assez complexe comme sujet. J'espère que vous n'avez pas vidé tous les tubes d'aspirine, de Doliprane de chez vous, hein. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.